Ma prochaine invitée est intervenante et formatrice en soins énergétiques. Madame Marie-France Vachon-Réon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que les soins énergétiques? En fait, les soins énergétiques, c'est qu'on a tous une enveloppe électromagnétique qu'on voit ou qu'on peut ressentir. Et dans cette enveloppe-là se loge tout le stress, les pensées qu'on a, les émotions. Et moi, mon travail, c'est d'aller atténuer justement toutes ces émotions-là qui perturbent le quotidien. Quand vous dites enveloppe, ça c'est moi, c'est après ou c'est en dedans de nous? C'est à l'extérieur, on émane une énergie. Tout le monde émane une énergie? Oui, tout le monde émane une énergie. Et là, c'est dans cette énergie-là que se forme le stress? Oui, en fait, quand on médite, c'est qu'on va atténuer tout ce qui se loge dans cette énergie-là qui nous enveloppe. Les soins énergétiques, c'est la même chose, mais là, c'est un intervenant qui va le faire à notre place, si on veut, qui va aider à lâcher prise encore plus facilement. Puis qu'est-ce qui fait que ça reste pris dans cette enveloppe énergétique-là? Bien, c'est les émotions qu'on véhicule tous les jours, les pensées qu'on a tout le temps et qu'on ne prend pas le temps d'arrêter, en fait. Le truc, c'est de prendre du temps, d'arrêter, de faire de l'exercice physique, d'avoir des pensées positives, de modifier les pensées qu'on répète sans arrêt. Parce que, mettons, qu'il m'arriverait un événement, puis là, je suis stressée, je suis en colère, même si quelques jours après, je le sens plus, il reste là pareil dans notre enveloppe. En fait, c'est qu'il alimente les autres colères qui ont eu lieu avant et qui n'ont pas été, je pourrais dire, digérées. Et si j'associe ça, j'additionne tout ça, ça pourrait débouler sur des causes de maladie, peut-être? En fait, on dit que la maladie, c'est une des principales causes. En fait, le stress est une des principales causes de la maladie. Donc, tout ce qu'on accumule, qu'on n'a pas conscience, qui se répète, des situations de stress qui s'ajoutent une après l'autre. Souvent, on dit au fil d'une année, il y a des périodes où les gens travaillent beaucoup, il y a plus de stress qui s'installe. L'hiver, on a besoin de dormir plus, on a besoin de prendre des moments d'arrêt pour désamorcer des stress qui continuent à gruger. Fait que ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à observer ces moments-là de stress qui sont plus grands, d'exprimer ce qu'on vit, de sortir le trop-plein pour éviter d'accumuler justement du stress de plus en plus dans notre enveloppe énergétique. Et ça passe par la méditation qu'on peut faire à la maison. Vous donnez aussi des cours de méditation avec l'Académie Alliance. Oui, en fait, je donne des cours de méditation à Belleuil, je donne des cours de méditation en ligne et bientôt, il va y avoir sur le web aussi des méditations guidées disponibles. Il y a plein de ressources, plein de trucs que les gens peuvent aller chercher pour utiliser dans leur quotidien et aussi devenir en soins énergétiques. Là, ils vont vraiment accélérer un bienfait à éliminer des couches de stress. Et comment ça se passe quand on vient vous rencontrer pour justement en soins énergétiques? En fait, ça dure environ 1h15. La personne est allongée sur une table de massage pendant 1 heure. Moi, je circule autour de la personne et je vais identifier les zones où l'énergie bloque, qui fait en sorte que parfois, il y a déjà des malaises dans le corps physique, déjà des maladies ou des états, on ne se sent pas bien, on se sent courbaturé. Donc, ça dure environ 1 heure. Je vais permettre, avec mes mains, en allant cibler les zones, refaire circuler l'énergie pour optimiser la santé. Et on fait toujours un suivi. Je donne souvent des exercices, des petits trucs et je suggère le suivi selon la personne, selon ce qu'elle recherche comme effet. Utilisez-vous aussi du matériel, des huiles essentielles, des pierres pour recentrer l'énergie dans nos chakras? Ça peut arriver, les huiles essentielles, mais c'est plus dans l'ambiance pour créer une détente. Les pierres aussi, ça va être plus dans l'ambiance pour créer un état plus harmonieux. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ces soins énergétiques-là? En fait, il y a plein de choses qui m'ont amené à ça. Mais il y a eu des événements marquants dans ma vie où j'ai dit là, c'est pas comme ça, la vie, ça fonctionne pas comme ça. J'ai besoin de me retrouver parce que je me sentais perdue, je me sentais éparpillée. J'avais pas une bonne santé, j'étais jeune, j'avais pas une bonne concentration. Fait que c'est suite à des gens proches que j'ai perdus que je me suis re-questionnée sur la vie puis j'ai dit là, je veux. Et je pense que tout le monde a besoin de faire ça. Oui. Se sentir, la vie va tellement vite qu'à un moment donné, on la voit débouler, il faut revenir sur nous et faire un petit peu de méditation et tout. Donc, on invite les gens à la maison à venir vous voir, à venir aussi sur le site Internet pour les cours de méditation en ligne et de prendre un peu de temps pour soi. Oui. Merci beaucoup. Merci.
Madame Marie-France Vachon-Réaume est avec nous en studio pour parler de soins énergétiques et de sa clinique qu'elle a formée Académie Alliance. On parlait avant la pause de méditation et vous en faites aussi avec les enfants. Oui, en milieu scolaire, je vais dans des classes, enseigner aux enfants à apprendre à respirer, à observer leurs pensées, leurs émotions, à mieux gérer les conflits qu'ils peuvent vivre entre eux avec autant de visualisation, des petits exercices inspirés du yoga, puis je transmets aussi aux enseignants des trucs pour qu'ils puissent les refaire avec les élèves. Est-ce que les enfants sont réceptifs à ça ou oui. Ça parle plus que d'autres choses? Très réceptifs. Je pourrais dire que la première fois que je vais dans une classe, souvent les plus tannants vont rigoler au début, mais c'est souvent eux qui embarquent le plus et qui bénéficient le plus de ces approches-là. Ils aiment ça beaucoup. Puis ça, les écoles peuvent vous contacter directement pour venir faire ça. Oui. Et vous formez aussi des nouvelles intervenantes en soins énergétiques. Oui, en fait, c'est une formation, le prochain groupe débute en janvier, c'est sur 1 an. Éventuellement, le cours va être un petit peu plus long. Et je forme des gens pour apprendre à faire des soins énergétiques. Et c'est sûr que dans la formation, il y a beaucoup de travail sur eux aussi. Ils doivent apprendre à méditer, développer des nouvelles habitudes de vie. Mais parfois, les gens qui viennent à la formation, c'est des gens qui sont déjà dans le domaine du mieux-être, soit des profs de yoga, des coachs de vie, des gens, soit des coiffeuses ou des gens qui sont déjà en relation proche avec des personnes. Puis là, j'ai réfléchi à tout ça pendant qu'on se parle. Puis je me dis... mon Dieu, c'est bon, ça nous recentre sur nous-mêmes, ça évite le stress, on essaie de le diminuer. Ça serait peut-être pas bon avec le domaine médical? Oui, en fait, ça existe déjà dans certains milieux. Pas au Québec encore. Oui, au niveau de l'hypnose, on retrouve à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En Europe, on retrouve le Reiki, qui est une technique d'imposition des mains. Oui, toutes ces approches-là énergétiques, c'est un complément parfait de la médecine traditionnelle et même acupuncture, ostéopathie, homéopathie, c'est toutes des disciplines qui se marient bien ensemble puis qui vont aller chercher tout le potentiel de la personne et aller aider à débloquer les nœuds qu'elle a besoin pour optimiser sa santé. Puis pourquoi c'est pas encore autant présent dans le milieu hospitalier? Bien, ça commence au niveau des formations. Si on regarde juste en coaching, du coaching de vie, ça fait quelques années que c'est accrédité, que c'est reconnu. Fait que ça l'avance, ça va très bien dans ce sens-là, mais il y a encore un petit peu de débroussaillage à faire. De chemin à faire. Oui. Parce que ça pourrait être un très bon complément avec les médecins. Et justement, les soins énergétiques, je pense qu'on pourrait aider encore plus de monde à se guérir puis à aller plus vite dans ce processus-là. Vous disiez qu'en Europe aussi, il y en avait? Oui, en Europe, dans les hôpitaux, même, ça fait plusieurs années. C'est de temps en temps, on en entend parler de plus en plus, mais il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Alors, on continue à travailler dans ce sens-là. Vous avez l'Académie Alliance que vous avez créée. Ça fait combien de temps que vous l'avez? En fait, moi, ça fait 17 ans que je travaille dans ce domaine-là. J'ai été longtemps éducatrice spécialisée en milieu scolaire, puis c'est pour ça que j'ai aussi développé dans les soins énergétiques des soins pour les enfants autistes, les enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention. Et même, j'ai des adultes qui viennent, qui sont diagnostiqués, ils ont 40 ans, 50 ans, ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup de difficultés au niveau de leur concentration. Et les soins énergétiques, ce que ça leur apporte, c'est qu'ils sont moins impulsifs, moins d'émotions, meilleur focus, énormément. C'est très important. Alors, on vous invite à la maison à venir rencontrer Marie-France Vachon-Réaume, qui est thérapeute en soins énergétiques. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. On a tendance à respirer d'une façon très courte sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui occasionne beaucoup de stress. Donc, comme on a parlé, une fois qu'on a créé une relation avec soi, un contact avec notre propre cœur, on est plus en mesure de créer ce contact-là avec notre enfant.
Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Baby Boom. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important, c'est comment établir une relation de confiance avec nos enfants et leur assurer un attachement sécurisant. Pour nous éclairer, nous allons recevoir Madame Marie-France Vachon-Réaume, technicienne en éducation spécialisée et présidente de l'Académie Alliance. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors, nous allons aborder un sujet qui vous tient à cœur, je pense, et qui est tout à fait dans la lignée de votre réflexion et de votre enseignement. Alors, comment fait-on pour établir une belle relation avec nos enfants? Bien, le plus important, c'est d'établir un contact avec soi, premièrement. Je dirais même au niveau du cœur et de créer, en étant connecté à soi, on va être capable d'être plus dégagé de nos pensées, de nos émotions, qui fait en sorte que des fois, on peut avoir des conflits avec les enfants ou avec la famille. Mais cette connexion-là à soi va permettre une connexion cœur à cœur avec l'enfant pour lui permettre de se sentir en confiance, de se sentir écouté, de se sentir aimé, puis de vraiment sentir la présence de son parent là, qui est en communication vraie là, avec l'enfant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais la plupart des parents arrivent stressés du travail ou sont très pressés le matin pour partir, ou ils sont fatigués, ou ils ont d'autres soucis. Et le stress les atteint vraiment. Alors, comment suggérez-vous cette détente? Oui, en fait, ça, c'est la grande difficulté des parents. Ils croient qu'ils n'ont pas le temps et ils ne trouvent pas les moments pour vraiment aller chercher je pourrais dire des micro-moments de détente pour se reconnecter à eux. Et il existe plein de façons simples et rapides qu'on peut le faire. Et il y a beaucoup de gens qui voyagent soit en métro, en autobus, en voiture. Et dans la voiture ou dans le métro, on peut prendre des moments pour être en connexion avec soi. Et je dirais même que c'est des bons moments pour se pratiquer, même s'il y a d'autres personnes autour. Être capable d'atteindre, je pourrais dire, un calme à l'intérieur de soi, dans des moments où il y a déjà beaucoup de gens, c'est une bonne pratique pour quand vous arrivez à la maison puis que le tourbillon commence. La façon que vous pouvez faire, c'est en voiture. Oui, comment on peut faire concrètement? Donnez-nous un exemple. Ce qui peut être très intéressant, des fois, ça peut être juste de mettre une main. On conduit d'une main, mais on peut mettre une main sur le cœur ou sur le ventre pour déjà juste contacter notre respiration, prendre conscience si on respire trop rapidement, ou si on est capable d'avoir une respiration qui va aller chercher beaucoup d'oxygène, qui va gonfler les poumons, qui va même gonfler le ventre pour faire descendre, je pourrais dire, la pression. Donc, la respiration est vraiment le premier outil, un outil indispensable qu'on doit maîtriser. Et si je comprends bien, plus on le fait, moins on peut s'en passer finalement. Oui, c'est un peu comme des gens qui s'entraînent à tous les jours. S'ils sautent une journée ou deux, ils vont le sentir dans leur corps, ils vont le sentir dans leur attitude, dans leur concentration, dans leurs émotions. C'est la même chose, la respiration. On a tendance à respirer d'une façon très courte sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui occasionne beaucoup, beaucoup de stress. Et c'est ça qui fait qu'on est en réaction avec les enfants, puis que des fois, on a l'impression que tout va exploser. Mais de prendre le temps, ça peut être juste le matin au réveil, de dire avant de sortir du lit, je fais 3 grandes respirations, lentes, profondes, puis après, je me lève. Déjà, vous allez partir votre journée. Ce que vous dites, au fond, c'est pas nécessaire de faire une demi-heure de méditation ou le matin et le soir pour être en bon état, pour établir des relations avec nos enfants. Donc, on peut s'entraîner continuellement en faisant des respirations pour commencer et aussi s'entraîner à prendre des respirations très profondes. Oui. Qui vont jusque dans le ventre. Oui. Et déjà, on atteint un plus grand état de sérénité et aussi on connecte avec son cœur et son âme à soi. Oui. Et une des bonnes façons, ce que vous dites, c'est qu'il faut se toucher aussi. Oui. Il
faut pas craindre de mettre Oui. la main sur son cœur, il Oui. faut vraiment le ressentir. Oui, on peut même là, mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre, puis gonfler le ventre, les poumons, pour vraiment sentir le mouvement de vague, puis à l'expire, la même chose, d'exagérer l'expire, creuser le ventre, vraiment sentir qu'on expire complètement, puis ensuite de faire le cycle comme ça autant de fois qu'on a besoin pour sentir vraiment un apaisement. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnecte aussi avec l'amour qu'on a pour notre enfant. Oui. En fait, c'est qu'on reconnecte avec l'amour qui est en nous. Et c'est ça qui permet qu'on est connecté à l'amour avec autant notre enfant, notre conjoint, que les proches qu'on côtoie. Et lorsqu'on est en contact avec notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Bien, il peut se passer de la magie, je pourrais dire. On n'a plus le côté émotif qui réagit. On n'a plus les pensées qui tourbillonnent. Et on dit même que 12 minutes par jour, au niveau scientifique, c'est maintenant prouvé que 12 minutes de méditation, il y a plein de façons de méditer, là, on parle de la respiration, peut changer complètement notre vie. Donc, vous allez être plus à l'écoute de vos propres besoins, capables d'y répondre. Et de cette façon-là, quand on répond à nos besoins, on est capable de répondre aux besoins de l'enfant parce qu'on le sent. C'est comme si on l'entend, on le reconnaît. Et lui, il sent Donc, à ce moment-là, comme vous sembliez dire, c'est qu'on est dégagé aussi de nos pensées. On n'a pas fini de faire le lavage, on n'a pas payé les comptes, on n'a pas ci, pas ça. On peut, à ce moment-là, éteindre notre mental et vraiment être à l'écoute de notre cœur. Oui. L'enfant le sent. Oui, effectivement. Et quand il le sent, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe une connexion cœur à cœur où il y a une relation qui peut s'installer au lieu d'une relation, je pourrais dire, de survie et de réaction et de métro, boulot, dodo. Il va y avoir plus d'écoute de la part de l'enfant, il va y avoir plus de coopération. Ça change vraiment la dynamique. Et aussi, un des besoins fondamentaux dans une relation, c'est d'être vu. Et être vu, c'est être vu avec le cœur, pas juste être vu physiquement. Là, oui, parce que l'enfant, quand il sent que son parent est éparpillé dans sa tête, il va faire des pirouettes pour attirer l'attention. Oui. Mais si son parent est présent, qui est calme, il le regarde, puis il est présent, il n'est pas juste à le regarder d'une façon superficielle, comme « oui, je t'ai vu, j'ai vu ce que tu fais, tu cherches mon attention, je t'ai vu ». Mais si l'enfant ne sent pas la connexion du parent, il va continuer à faire ses pirouettes. Et cette connexion-là, à long terme, quand elle est quotidienne, quand elle est régulière et quand elle est au travers des petits gestes de la vie, c'est quand vous lui donnez un verre d'eau, quand vous le changez ou quand vous le couchez, c'est ce qui crée une relation, l'attachement sécurisant. Oui. Ça va créer une relation de confiance entre le parent et l'enfant. Et ça va aussi, la beauté de ça, c'est que ça va créer une relation de confiance à l'intérieur de l'enfant. Il va sentir une présence du parent, donc il va être capable de développer lui aussi l'écoute à l'intérieur de lui. Et en fait, à ce moment-là, quand il est en confiance, si on lui demande une consigne, il ne sera pas hostile, il ne sera pas opposé à cette consigne-là. Il va être prêt à collaborer, il va comprendre que vous faites ça par amour pour son bien ou pour le bien de la famille. Oui. Oui, parce que quand c'est demandé d'une façon émotive, que le parent exige, l'enfant peut se braquer. Mais si l'enfant, il sent que son parent lui communique de cœur à cœur, il va beaucoup plus coopérer, puis être à l'écoute, puis il ne se sentira pas comme en rivalité. Il va tout simplement avoir le goût de coopérer lui aussi. Donc, ça élimine beaucoup d'opposition. Oui. Quand on fait ça. Et en général, on peut facilement expliquer à l'enfant les différentes consignes qui sont nécessaires pour bien fonctionner dans la maison, à la garderie, au service de garde, à l'école, dans la rue, avec les voisins. Oui, puis d'expliquer le pourquoi on demande ça à l'enfant. Souvent, ils ont besoin de comprendre. Puis de cette façon-là, ils vont être plus à l'écoute de la demande. Alors, quels sont, d'après vous, les moments les plus importants pour manifester cette
relation-là, cette confiance-là? Quels sont les moments dans la journée ou dans la semaine qui sont les plus importants? Bien, souvent, on a le matin au lever, hein, sur semaine. Des fois, on est un petit peu pressé, mais de prendre un micro-moment, justement, avec l'enfant où on sent qu'il y a une connexion, qu'il y a du plaisir à être ensemble. Le soir, au coucher, ça peut être vraiment un beau moment aussi, là, au lieu de se dépêcher pour le bain, pour les tâches, là, de vraiment prendre un petit moment, ça peut être 5 minutes, quand on couche l'enfant, d'être vraiment en relation avec lui, d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, de communiquer avec lui ou juste d'être là, totalement présent. Et selon mon expérience, quand on fait tout ça, l'enfant nous parle. Oui. Nous dit ses vraies affaires, ce qui le préoccupe, ce qui l'amuse. Il nous parle des gens qu'il aime, ceux contre qui ils sont fâchés, ce qui a pu arriver à la garde, au service de garde. Oui, ils sont plus... c'est comme en sentant la présence du parent, en sentant l'amour. Il y a comme une porte qui s'ouvre naturellement, qui fait en sorte que l'enfant se sent écouté, donc il sent qu'il peut exprimer. Alors, il va exprimer plus librement, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, ce qu'il vit. Est-ce que ça peut nous arriver, des moments d'impatience? Bien sûr, on n'est pas parfait. Ça aussi, c'est quand on vit ces moments-là, c'est de s'accueillir dans ça. On n'est pas parfait, on fait de notre mieux avec ce qu'on est. Alors, donc, même si on n'est pas parfait, si on s'entraîne régulièrement à respirer, à connecter avec notre cœur, à s'adresser à notre enfant avec le cœur, il y a beaucoup plus de chances que la relation se construise de façon sécurisante et que l'enfant s'épanouisse et se développe selon ses talents, ses capacités, son désir, tout ça en pleine confiance. Oui, totalement. Alors, je vous remercie beaucoup, Marie-France. Merci à vous. Et de nous avoir mis à jour sur tous ces moyens qui sont extrêmement importants pour assurer la qualité des relations avec nos enfants. Merci. Comme on a parlé, une fois qu'on a créé une relation avec soi, un contact avec notre propre cœur, on est plus en mesure de créer ce contact-là avec notre enfant. Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de la lecture. Dans les années 70, on avait un chalet à Sainte-Agathe. Ma mère, elle nous amenait, durant les journées de pluie, à la bibliothèque. J'ai des souvenirs incontournables. Bien, c'est là que ça a commencé le plaisir. C'est là que j'ai découvert que lire, c'était de me faire mon cinéma dans ma tête, de me raconter des histoires à ma manière. C'était extraordinaire. Depuis ce temps-là, j'adore lire. L'émission Parole d'auteur innove cette année. En effet, à chaque semaine, vous trouverez une chronique des différentes bibliothèques de la vallée du Richelieu. On vous y propose différents auteurs sur plusieurs thèmes. Ces livres sont disponibles dans toutes les bibliothèques de la région. Nous avons vu comment connecter par le cœur avec nos enfants, avec Marie-France Vachon-Réaume, éducatrice spécialisée. Et maintenant, nous allons la revoir à nouveau pour qu'elle nous explique avec son fils Jacob. Bonjour Marie-France, bonjour Jacob. Bonjour. Comment on connecte avec nos enfants et qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer cette relation et passer de bons moments avec eux, ce qui va renforcer le lien, forcément. Alors. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, de garder une connexion avec soi va permettre de maintenir cette connexion-là avec l'enfant. Et dans les activités que je suggère fortement, les activités en nature, déjà, ça nous garde un peu plus groundés, moins dans notre tête. Et ça va nous permettre de vivre une belle activité en famille aussi pour garder ce lien-là avec l'enfant. Et dans la petite routine de tous les jours, hein, Jacob, il nous montre déjà ses pieds parce que c'est des moments qu'on peut prendre avec l'enfant où on va toujours avec l'intention d'être totalement présent et non dans notre tourbillon émotionnel.
mais d'aller masser au niveau des pieds. Puis ça peut être des moments dans la routine du dodo quand vous faites la lecture d'une histoire, vous chantez une chanson, ou juste dans le silence même. Vous pouvez soit prendre de l'huile ou juste faire des pressions. Hein, il y a des enfants qui vont avoir de la difficulté à... Ils n'aimeront pas qu'on masse, fait qu'on va pouvoir faire des pressions. OK, on fait des pressions. On peut aller vraiment insister sur le bout des orteils parce qu'il y a des enfants qui ne sentent pas beaucoup leur corps. Ils sentent pas, ils sont tellement dans leur, eux aussi, dans leurs pensées, leurs émotions, leur anxiété même. Hein? On a des enfants aussi qui sont anxieux. D'aller faire des pressions sur le bout des orteils, sous la plante des pieds, le talon, de vraiment insister pour l'aider à sentir cette partie-là de son corps. Au fond, ça l'aide à développer son schéma corporel, de connaître vraiment comment fonctionne son corps. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu sens, Jacob? Comment tu sens ça? Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. Tu le sais dans pas? ton corps, des fois, ça chatouille, mais ça relaxe beaucoup. Oui. Ouais. Puis bientôt, j'ai mal au... Toujours, j'ai mal au bâton, toujours. Et vous massez le pied, vous massez oui, aussi les chevilles. Oui, on peut aussi monter à la cheville. La cheville, là, ça va aider beaucoup à détendre, à lâcher prise. Puis on peut monter un petit peu. Hein? C'est sûr qu'un enfant qui a tendance à marcher sur le bout des pieds, ça va vraiment l'aider. Puis on peut monter un petit peu jusqu'aux genoux, mais les aider à prendre contact avec Parce que ça peut faciliter la marche dans le sens qu'ils peuvent toucher ou il faut qu'ils apprennent graduellement à toucher complètement le sol pour avoir une bonne posture. C'est ça. Oui. C'est que s'il prend contact avec ses pieds, bien déjà, il y a une connexion au niveau du cerveau qui va se créer, qui va pouvoir, à travers la marche, à travers les activités, que ce chemin-là, si on veut, neuronal, se reproduise à nouveau. Et ça va être plus facile. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi de faire des massages à notre enfant? Bien, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment d'amener au niveau des extrémités une conscience du corps, une présence. Puis là aussi, c'est un grand besoin qu'on a. On a les mains aussi qui va être très intéressant. On va mettre ta paume de main comme ça, Jacob. On peut aller peser dans le creux de la main. Oui. Puis d'aller ensuite étirer un peu chaque doigt. Hein? Oui. On peut aussi faire des petites pressions comme ça, mais l'idée, c'est toujours d'amener comme la circulation du sang au bout des doigts. Puis on peut peser assez fort selon l'enfant. Oui. On peut peser assez fort, puis même un bébé, on peut faire la même chose. Ça va déjà, c'est excellent faire ça à un petit bébé. Il va déjà avoir, comme je disais, un circuit neuronal qui va se créer, qui va amener une connexion aux extrémités de son corps. Et ça amène beaucoup de détente. On peut aller aussi, laisse tes mains détendues, Jacob. On va aller aussi au niveau des poignets. Ça, c'est vraiment un endroit qui peut être sensible, mais on peut faire des pressions qui vont permettre de calmer, de prendre conscience du moment présent, de calmer la respiration aussi en même temps. Est-ce qu'on peut montrer à un enfant à respirer? Est-ce que tu sais bien respirer, toi, Jacob? Oh, montre-nous ça. Ah, ça, c'est bien. On peut le faire lentement, puis mettre une main sur le cœur, puis prendre le temps de bien le sentir. Oui. Est-ce que vous faites aussi des massages dans le cou? Dans le cou, pas nécessairement. Ça peut chatouiller, mais on va aller au niveau de la tête. On va faire des pressions sur les deux côtés de la tête. Puis c'est sûr qu'on aime toujours ça, se faire jouer dans les cheveux. De flatter la nuque, le dessus de la tête, de vraiment prendre le temps là, avec l'enfant, d'être en contact, en relation avec lui. Toi, tu veux que je te fasse des massages toi, tu veux des massages des pieds et te faire masser les cheveux? Tout en même temps. Tout en même temps. Bon! Ça fait ton affaire, ça. Ça, c'est à ton goût, Jacob. Oui. Puis ça peut même être aussi juste laisser les mains. Est-ce que ça peut être fait avec papa et maman? Ah oui, bien oui, c'est sûr. Ça, c'est toujours recommandé. C'est plus facile des fois qu'on a juste un enfant. Oui. Mais oui, effectivement. Et même laisser les mains sur la tête comme ça va aider à calmer, à apaiser. De sentir qu'il y a une présence, une chaleur calme, rassurante.
Hein, le moment du massage, c'est un peu ça aussi, c'est que ça permet un moment de calme, un moment de... Puis tu respires mieux. Hein? Est-ce que tu respires mieux? Oui. Et est-ce qu'il y a des jeux aussi qu'on peut faire avec l'enfant qui l'aident à se connecter? Ou des... Bien, c'est sûr que les activités, moi, je pourrais dire les activités dans l'eau. Oui. Ça donne un contact avec le corps, hein? Fait qu'il peut avoir soit la baignade l'été ou juste le moment du bain aussi. Oui. C'est des moments qui nous donnent un contact, là aussi, où il y a du calme, ou l'eau chaude, c'est rassurant. Et au repas? Au repas, ben moi, je vous dirais, c'est un petit peu la même chose, hein, le contact avec soi. Oui. Si on est pendant le repas en train de parler à notre conjoint de notre journée puis de nos inquiétudes, bien l'enfant, il ne se sent pas écouté à ce moment-là, il ne se sent pas notre présence. Fait qu'on peut dialoguer avec lui à ce moment-là, lui poser des questions. Comment a été ta journée? As-tu des choses que tu as le goût de nous jaser? De sentir... Ou faire des jeux comme quelle est la bonne nouvelle de la journée? Oui. Hein? Bien Cette sûr. bonne genre de nouvelle. Oui, oui. Autant celle des enfants que celle des parents. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de votre journée? Hein? Et garder peut-être les choses difficiles pour l'heure du coucher, alors que au moment où vous lui faites un massage, c'est possible que là, il vide son cœur et vous dise vraiment ce qui le préoccupe et ce qui le touche vraiment. Il va être dans un climat de confiance à ce moment-là. Oui. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, t'aimes ça? Oui. Avez-vous d'autres suggestions à nous faire? Bien, moi, je pourrais vous suggérer pour le bain, justement, ce qui peut apporter de la détente, c'est de mettre soit du sel d'Epsom dans le bain. Oui. Ou du sel de mer. Oui. Et même que sur le sel, vous pouvez mettre de la lavande. Oui. On ne le met pas directement dans le bain, mais de le mettre 2-3 gouttes sur, admettons, une tasse de sel. La lavande va beaucoup détendre, apaiser. C'est vraiment... Et moi, je vous suggère à tous les jours de mettre du sel. S'ils prennent un bain, là, à tous les jours de mettre du sel dans le bain. Parce qu'un des problèmes des parents, c'est vraiment de trouver que leurs enfants sont hyperactifs, qu'ils sont nerveux, qu'ils sont anxieux. Or, il faut vraiment faciliter l'expression de leur énergie en les laissant jouer dehors. Mais aussi qu'à la maison, il y ait toutes sortes d'exercices de calme plutôt que de les mettre devant la télévision ou de les mettre devant leurs jeux vidéo. Oui. C'est ça, c'est de faire les deux. On a besoin de bouger. Oui. Puis une fois qu'on a bougé, bien, on est plus disposé pour la détente. On a dépensé le surplus d'énergie. On est naturellement plus disposé pour ça. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes faire, toi, Jacob? Aller manger des homards. Aller manger des homards. Dans les activités physiques, là, qu'est-ce que tu aimes comme jeu? Hein? La patinoire. La patinoire, le hockey. Hein? Y a-t-il un autre sport? Il y a un autre sport qui est très populaire, le soccer. C'est vraiment une activité... l'été, là, il y a beaucoup d'enfants qui sont inscrits au soccer. C'est excellent. Ils bougent, ils dépassent leur énergie, ils apprennent à jouer en équipe, à coopérer. Et même l'hiver, les enfants peuvent jouer à l'intérieur au soccer. Maintenant, il y a des activités et c'est un sport international. On peut jouer l'été, l'hiver, un peu n'importe comment. Alors, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut un équilibre entre une activité physique qui leur permet de dépenser leur énergie, puis en même temps, des moments où on leur enseigne à rester calme, à se retrouver, à se connecter, pour ne pas que leur cerveau aille dans toutes les directions quand on les met devant des jeux. Oui, puis je dirais même que, en fait, l'enfant comme l'adulte a ce besoin-là, et si l'adulte le fait, qui fait de l'exercice physique, qui a des moments de détente, naturellement, l'enfant... il voit et il imite le parent. Fait qu'on n'impose pas des choses à l'enfant. C'est plus difficile si on veut imposer, mais que nous, on ne le vit pas. Oui. Si nous, on le vit comme parents,
L'enfant, il nous observe. Naturellement, c'est un éponge, il suit le modèle. Oui. Fait que ça, c'est vraiment une clé super importante. Et je pense qu'il faut vous remercier. Bien, merci. Merci, Jacob. Merci. Et je pense que les parents retireront vraiment de votre enseignement des choses en ce qui concerne la communication, comment s'occuper de son enfant, comment équilibrer sa journée aussi ou sa semaine entre des moments de calme et des moments d'activité. Et je vous en remercie infiniment. Merci. Merci d'avoir été avec nous à cette émission de Baby Boom. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à info@tvr9.org et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne réflexion!